Chers amis de Paix et Guerre, je suis heureuse de vous retrouver pour une 108e mondoscopie. Nous sommes le 4 février 2026. Aujourd'hui, j'ai 3 points, dont un extrêmement court, le dernier. Un positif et 2 mauvaises nouvelles de mon point de vue. Je vais d'abord vous parler de l'Iran. On peut croire, espérer du moins que l'on aille vers une désescalade. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Deuxième point, ce sera le point le plus important, c'est la fin possible, et j'ai bien peur qu'on y arrive, du traité START, du New START même, et la relance de la course aux armements qui ne manquera pas de s'en suivre si jamais il n'est pas prorogé. Troisième point, c'est l'assassinat du fils Saïf al-Islam de Muammar Kadhafi, qui ouvre peut-être des perspectives politiques à d'autres, mais qui en tout cas est tout de même aussi un nouveau geste, enfin une nouvelle décision très grave qui a été prise par certains, finalement d'éliminer l'un de ceux qui pouvaient peut-être encore espérer refaire l'unité de ce pays détruit. Voilà les 3 points. J'en profite aussi pour vous dire, avant de commencer très vite, que ce samedi à 11h sortira un nouvel entretien géopolitiquement incorrect avec Alexandre Delval. Et je vous invite tous à le regarder car ça a été un moment tout à fait passionnant pour moi et j'espère que ça vous passionnera aussi. Alors voilà, je commence tout de suite. Premier point, l'Iran vers la désescalade. Écoutez, on a l'impression, mais je reste extrêmement prudente parce que la situation reste très volatile, que les États-Unis ont pour l'instant, en tout cas, renoncer à se lancer dans une opération qui serait extrêmement aléatoire et à mon avis dangereuse et qui pourrait déclencher une guerre régionale au Moyen-Orient. Alors, il y a plusieurs choses qui poussent évidemment Donald Trump à retenir son glaive. D'abord, il y a eu quand même des menaces, enfin des manœuvres de navires russes et chinois à proximité du porte-avions, en tout cas du porte-avions Abraham Lincoln que les Américains avaient mis dans l'étroit d'Ormuz, avec donc des risques d'incidents et de dérapage, même si c'était des manœuvres dont les Américains ont été prévenus, etc. Mais enfin, vous savez, c'est quand même des zones qui sont relativement étroites. Ensuite, il y a eu un drone iranien qui a survolé, qui s'est approché vraiment de l'Abraham Lincoln et qui a été descendu. Mais enfin, c'est aussi quand même une claire manœuvre d'intimidation, en tout cas, qui a montré aux Américains qu'ils étaient aussi surveillés et qu'ils étaient en fait à portée d'attaque, éventuellement de missiles balistiques hypersoniques iraniens. Bon, il y a eu aussi un bateau commercial, si je dis juste, américain, qui est sorti manifestement très légèrement des eaux internationales, enfin qui est entré dans les eaux iraniennes et qui a été gentiment raccompagné par des bateaux iraniens. Bref, tout ça, je pense que ça vise quand même à montrer à Trump qu'il est un peu sur le fil du rasoir et qu'il faut qu'il réfléchisse bien à ce qu'il fait ou à ce qu'il veut faire. Manifestement, des négociations devraient débuter. Ça va être extrêmement compliqué puisque les exigences américaines sont totalement maximalistes, en tout cas à ce stade. Il s'agit d'en finir avec tout programme nucléaire civil iranien. Il s'agit d'en finir avec la force balistique quasiment tout l'arsenal balistique iranien devrait être mis en panne. Et il s'agit bien sûr d'empêcher l'Iran, que l'Iran renonce à soutenir
tout ce qu'il appelle les pays ou les groupes de l'axe de la résistance à Israël et aux États-Unis. Bon, bref, donc voilà, il est évident que du point de vue d'une nation souveraine, d'un pays souverain, d'un pouvoir qui se dit souverain, c'est très compliqué évidemment de discuter de tout cela sérieusement. Néanmoins, je pense que les Russes agissent en médiation ou en médiateur de fait, que c'est pour parler, on parle d'un éventuel consortium dont on avait d'ailleurs déjà parlé il y a même plusieurs années, à vrai dire, qui devait prendre en charge l'uranium enrichi iranien et le monitorer, enfin si vous voulez, surveiller son enrichissement et même le déplacer par rapport au territoire iranien. Bref, tout ça est encore très confus, très flou, et on aura plus d'éléments dans les jours et dans les semaines à venir. Mais néanmoins, on voit bien que s'il y a toujours la menace pendante, si vous voulez, d'une intervention possible américaine, en fait, on se rend compte que ça n'est pas de l'intérêt des Américains et surtout de Donald Trump de faire cela. Pourquoi? Et même les Israéliens disent maintenant, c'est une décision américaine, ça ne nous appartient pas, c'est aux Américains de décider ce qu'ils veulent faire. Bon, alors pourquoi Trump ne veut pas en fait attaquer l'Iran? Il le voudrait peut-être, et il le ferait peut-être pour aider Israël, s'il était sûr que ça puisse aller vite et marcher. Aller vite parce que sinon, c'est un risque de se faire prendre dans un engrenage d'intervention extrêmement dangereux pour les forces américaines, et parce que l'Iran a évidemment la capacité et a prévenu qu'il y aurait des représailles non seulement bien sûr sur Israël, mais sur les bases américaines environnantes et sur les intérêts américains au sens large. Je rappelle aussi que l'ayatollah Sistani, qui est l'ayatollah iranien, qui est un peu la puissance tutélaire, je dirais presque au-dessus du guide iranien Ali Khamenei, a dit que si les Américains lançaient la guerre, ce serait un djihad global, c'est-à-dire mondial en fait, qui pourrait être déclenché du côté chiite. Donc voilà, je pense que c'est peut-être pas tombé dans l'oreille uniquement que de sourds. Donc, la question, c'est qu'en fait, pour faire une intervention, des frappes aériennes limitées ou des frappes de missiles limitées sur l'Iran, l'objectif, c'était de faire tomber le régime. C'est pour ça qu'il y a eu cette tentative de coup fin décembre, début janvier, avortée par les Iraniens avec l'aide des Russes et des Chinois, comme chacun sait, et avec des pertes dont il est encore très difficile de connaître l'ampleur et surtout le dispatching, enfin la répartition en fait, qui a tué qui, voilà, quelle est la part des agents qui étaient infiltrés. Les forces du régime, évidemment, ont exercé une répression très forte, c'est évident. Et ils essaient aussi d'éliminer en fait tous les gens infiltrés au sein du territoire iranien. Mais la question, c'est qu'Israël en fait demande aux Américains de frapper, mais de frapper en décapitant le régime en fait. Et ça, pourquoi? Parce qu'Israël ne peut pas, dit-on, enfin les analystes sérieux disent ça, ne peut pas absorber un choc supérieur à environ 700 missiles balistiques iraniens en retour, en représailles. Donc c'est très lourd en termes de dégâts possibles sur Israël. Et évidemment, ça ne pourrait se concevoir éventuellement, c'est-à-dire de subir cette frappe en retour. Et la société israélienne et un certain nombre de reportages montrent que les Israéliens, en tout cas les autorités israéliennes, admettent cette éventualité, mais si bien sûr, ça va de pair avec le fait qu'ils soient véritablement, comme ils disent, débarrassés, n'est-ce pas, de la menace iranienne et de l'Iran tout court, c'est-à-dire du régime iranien, de la théocratie actuelle. Bon.
Et en fait, il est probable, il est même très probable, que le Pentagone ait expliqué quand même à Trump et à ses conseillers, même les plus allants pour cette intervention, eh bien que c'est impossible. Voilà. Et que il n'y a aucune garantie que des frappes américaines permettent de faire cela. Donc il n'y a pas de victoire rapide garantie. Donc agir sans une victoire rapide garantie, c'est s'exposer pour les Américains non seulement à des représailles sur leurs bases, leurs hommes, leurs troupes, leurs bateaux, enfin tout, leur dispositif, mais évidemment c'est un très gros risque politique au plan intérieur avec les midterms qui arrivent pour Donald Trump. S'il perd la Chambre des représentants, il a déjà des problèmes avec la fameuse police anti-migrants, etc., l'ICE, et ses comportements extrêmement violents. Donc, si jamais il perdait la Chambre des représentants, il est possible qu'on relancerait contre lui les procédures d'impeachment, etc., etc. On est déjà en train d'expliquer que l'affaire Epstein, en fait, le touche, mais surtout, on essaie d'attribuer ça aux Russes. Enfin bon, tout ça est assez clownesque, mais c'est aussi tragique par certains aspects. Mais en tout cas, c'est une menace dont il doit tenir compte, interne. Donc, perdre la Chambre des représentants, c'est quand même, ce serait très très embêtant pour lui, pour son avenir politique. Et perdre le Sénat, ce serait encore pire. Il peut être inculpé. Enfin, voilà, il faut comprendre qu'il y a une lutte féroce au sein du dispositif politique américain avec les démocrates et même avec certains républicains qui ne goûtent pas sa politique. Donc, si vous voulez, j'en suis à me dire que finalement, c'est peut-être les nécessités politiques intérieures américaines qui vont éviter, sauver d'abord la région et éviter le déclenchement d'une guerre régionale aux conséquences assez imprévisibles et potentiellement très dangereuses. Donc, si le cycle de négociation qui semble s'amorcer là en ce moment commence, débute, il est possible qu'il dure un certain temps. Voilà, ça va durer, ça va peut-être durer jusqu'au midterm, si vous voyez, voilà, si vous suivez mon regard. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour l'Iran aujourd'hui. Deuxième point qui est le plus important, sur lequel je veux insister, c'est évidemment la fin demain, enfin ce soir à minuit, du traité New Start. On est le 4, c'est prévu pour le 5. Et en fait, nous sommes un peu au dernier jour possible pour sauver le monde d'une nouvelle course aux armements qui est quand même extrêmement dangereuse, extrêmement dommageable, bien sûr. Alors, les Russes avaient, je vais revenir sur ce qu'est Start, sur ce qu'est New Start, sur pourquoi on en est là, sur ce que ça signifie, mais les Russes ont proposé, il y a déjà longtemps, d'étendre, de proroger ce traité d'1 an pour pouvoir discuter d'un véritable accord de nouveau de limitation des armements stratégiques avec les Américains. Les Américains, pour l'instant, ont dit que ça ne les intéressait pas. Ça ne les intéresse pas essentiellement pour une raison, en tout cas il y a une raison claire pour laquelle ça ne les intéresse pas, c'est que ça limite le nombre de têtes nucléaires et que ça les limite entre guillemets, ça ne leur permet pas de mettre en place une autre menace qu'ils souhaitent mettre en place, qui est vis-à-vis de la Chine. Donc en fait, ça les coince de ce point de vue-là, voilà, en termes de nombre. Bon, mais je vais vous expliquer ça. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce traité START, c'est un peu tout, New START, c'est un peu ce qui reste, le seul qui restait de tout l'échafaudage de traités qui a suivi la fin de la guerre froide. Et d'ailleurs, avant, il y avait même les accords, les SALT, SALT 1, SALT 2, de limitation des armements, donc pendant la guerre froide. Mais depuis la fin de la guerre froide, il y a eu un certain nombre de traités qui ont tous été finalement abandonnés ou démantelés à l'initiative en fait américaine, parce que évidemment, à la fin de la guerre froide, les États-Unis se sont imaginés que la Russie était à terre pour toujours et qu'en fait, ils pouvaient se permettre de rechercher désormais non plus l'équilibre de la terreur, qui en dépit de son nom terrifiant, était en fait une protection collective,
parce que la certitude d'une destruction mutuelle assurée entre les deux grands détenteurs des plus grands arsenaux nucléaires au monde, eh bien, assurait que personne ne se risquerait à une première frappe, parce qu'il y avait une assurance de riposte dévastatrice, si vous voulez, trop destructrice. Et donc, les Américains se sont dit, bon, bah maintenant, on est tout seul, c'est bon, on peut chercher la dominance, on peut chercher l'hégémonie, y compris stratégique, et on n'a donc plus besoin de tout ce qui nous limitait. Voilà. Parce que les Russes, de toute façon, ils n'y arriveront plus jamais. Ils sont, voilà, c'est la course aux armements d'ailleurs, notamment que Reagan avait lancée au début des années 80, qui les a perdus et ils s'en remettront pas. Voilà. Mauvais calcul, bien sûr. Tous les calculs motivés, portés, poussés par l'hubris humain, ou par la prétention, ou par la présomption, ou par la volonté de vouloir toujours écraser tous les autres, généralement se soldent par de grosses déconvenues. Bon, enfin, c'est comme ça, l'homme est comme ça, et la puissance américaine a cette tendance de façon tout à fait particulière, de façon très lourde. Bon. Donc, cette protection collective de l'équilibre de la terreur a été mise en pièces, voilà, si vous voulez. Et les États-Unis, alors encore plus avec Trump 2.0, sont retournés à une philosophie, à une pratique d'ailleurs, avec le Venezuela, avec ce qu'ils font, ils essaient de faire à l'Iran, une philosophie de la pure puissance. C'est-à-dire une quête, et dans le domaine nucléaire, une quête de l'hégémonie nucléaire. Qu'est-ce que ça veut dire l'hégémonie nucléaire? Ça veut non seulement dire qu'on a plus de vecteurs et plus de têtes que les autres, mais qu'on est capable, en fait, de faire du chantage à la première frappe dévastatrice aux autres, parce qu'on les domine, et parce qu'ils n'ont pas la capacité de riposte. Bon. Le problème, c'est que là, ils sont tombés sur un double os. D'abord, il y a l'os russe, qui est extrêmement gros en matière de capacité nucléaire, aussi bien en termes de vecteurs qu'en termes de tête, je vais vous le détailler. Mais bien sûr, il y a les Chinois qui n'ont pas non plus l'intention de se laisser faire. Les Américains expliquent que les Chinois doivent se mettre à la table parce qu'ils ont quand même 200 têtes nucléaires. Bon, en fait, ils en ont probablement un peu plus, mais que c'est ça qui fait peur aux Américains, ce qui est quand même un peu fort de café quand on connaît le nombre de têtes nucléaires américaines. Enfin bon, c'est totalement ridicule. Le rapport est de... Même si on part du principe que la Chine en a environ 500 et pas 200, les Américains sont à plus de 5000, donc si vous voulez, c'est encore une fois, les Chinois leur disent, mais attendez, en fait, c'est ça, l'idée, c'est de pouvoir prendre Taïwan sans que les Chinois ne risquent une frappe, etc., ou de pouvoir faire une première frappe et n'avoir pas de riposte. Pas forcément nucléaire d'ailleurs, mais si vous voulez, il y a toujours cette idée de pouvoir empêcher l'autre de se défendre, voilà, et de vous infliger des dégâts. Bon. C'est un peu compliqué. En matière conventionnelle, ça peut se concevoir, cette quête, mais en matière nucléaire, il y a quand même ce qui s'appelle d'abord le pouvoir égalisateur de l'atome, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément besoin de 5000 têtes aussi. Et d'ailleurs, les Chinois disent qu'ils n'en veulent que 600. Vous n'avez pas besoin de 5000 têtes pour faire des dégâts définitifs au centre de population et de pouvoir et de commandement adverse. Mais surtout, voilà, ça n'est pas normalement une arme d'emploi, si vous voulez, l'arme nucléaire. C'est une arme de dissuasion, justement. C'est ça, c'est l'équilibre de la terreur. C'est tout l'intérêt de la chose. C'est le seul, d'ailleurs, parce que sinon, c'est la fin du monde. Voilà, bon. Donc, on est quand même, si jamais ce soir à minuit il ne se passe rien, et que les Américains et les Russes n'annoncent pas que finalement on proroge ce traité de New Start d'1 an, eh bien, on est à la veille d'une nouvelle course aux armements. Et c'est quand même ça qui doit quand même nous inquiéter. Certes, ça va faire les beaux jours du complexe militaro-industriel américain, d'accord. Ça va pousser les Russes et les Chinois à passer à la vitesse encore supérieure, surtout les Chinois, parce que les Russes, ils ont déjà bien rattrapé leur retard.
Et face au démantèlement de tous les anciens traités, ils ont quand même, à partir du milieu des années 2010, commencé à annoncer puis à montrer un certain nombre de nouveaux armements, la Vanguard, et les Poséidon, les Orechnik, les Bourechnik, enfin bon bref, il y a toute une panoplie là, dont on ferait bien quand même de s'inquiéter. Voilà, tout ça pour dire que, si vous voulez, c'est l'ignorance et la présomption, la bêtise humaine ont des conséquences quand même potentiellement tragiques pour tout le monde, Donc, ce qu'il faut savoir, je reviens un peu en arrière pour vous montrer pourquoi on en est là. Entre 1991 et 2026, donc les deux plus grosses puissances nucléaires, les États-Unis et la Russie, agissaient quand même en fonction d'accords qui limitaient leurs arsenaux nucléaires. D'abord, il y a eu le START 1, donc aujourd'hui c'est le New START, mais START ça veut dire Strategic Arms Reduction Treaty, et qui a été suivi en 2010 par le New START, si vous voulez, en 2010, qui lui-même a été étendu en 2021 pour 5 ans. Donc on y arrive, voilà. Ce New START, il limite les États-Unis et la Russie à 1550 têtes nucléaires stratégiques, donc stratégiques ça veut dire de longue portée, déployées sur 700 systèmes de délivrance, donc vecteurs, si vous voulez, nucléaires, c'est-à-dire des missiles, sachant qu'un missile peut emporter plusieurs têtes, hein, bien sûr. Voilà. Et START autorise aussi, en plus, chacun des deux, à détenir 800 autres lanceurs pour ces missiles, soit déployés, soit non déployés, pouvant l'être. Donc des lanceurs et aussi des avions qui peuvent lancer des armes nucléaires, c'est-à-dire notamment les bombardiers stratégiques. Bon. Donc, si jamais ce soir, c'est la fin de START, que se passe-t-il ? Eh bien, ça veut dire qu'il n'y a plus de limitation et que chacun peut faire ce qu'il veut. Voilà. Donc chacun des deux, la Russie et les États-Unis, vont commencer, à mon avis, assez rapidement à ajouter des centaines, voire des milliers d'armes nucléaires, c'est-à-dire de têtes nucléaires, qu'ils ont en réserve, bien sûr, hein, puisque START, c'était une réduction des arsenaux, mais il y a des réserves, évidemment, et les faire rentrer dans leurs arsenaux nucléaires déployés. Pas non déployés, mais déployés, du coup. Bon, donc ça veut dire que ça va assez rapidement doubler le nombre des armes nucléaires russes et américaines déployées. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc en 2024, on estimait qu'il y avait à peu près 5580 armes, têtes nucléaires russes dans l'inventaire, en 2024, donc, sous le traité New START. Alors que les Américains n'en avaient que 5044. Bon. Une partie de ces armes était, j'allais dire, mise à la retraite, devait être démantelée, si vous voulez. Une grande partie était une réserve, et puis il y avait donc ces 1550 têtes, à quelques-unes près, de chaque côté, autorisées, déployées. Voilà. Les Américains en avaient quelques-unes qui étaient déployées, mais qui étaient non stratégiques, c'est-à-dire avec des lanceurs de courte portée. Voilà, parce qu'en fait, c'est ça, c'est une question de portée. Quand on dit stratégique ou tactique, si vous voulez, c'est quand même la grande différence, c'est la portée. Bon. Face à ces deux énormes mastodontes, les Chinois avaient donc 500 têtes, mais dont, quasiment plus des 2/3 en tout cas, et même plus, n'étaient pas déployés, étaient en réserve. La France, on était à 290, quasiment toutes déployées.
Et puis après, les autres nucléaires, donc le Royaume-Uni, 225, l'Inde, le Pakistan, Israël, 90, et la Corée du Nord, 50. Bon. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant, si jamais rien n'est fait d'ici ce soir? Eh bien, d'abord, il y aura des centaines de missiles de croisière armés avec des têtes nucléaires pouvant être lancés à partir de bombardiers stratégiques. Bon. Ensuite, les uns et les autres vont installer des têtes nucléaires sur les plateformes terrestres de lancement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les ICBM, les missiles intercontinentaux balistiques. Et enfin, il y a les sous-marins, lanceurs de missiles balistiques à tête nucléaire, qui va commencer. Donc ça veut dire que on va avoir, si vous voulez, sous les chiffres qui sont donnés, c'est actuellement, donc pendant que le traité est encore effectif, on a du côté des Américains 665 lanceurs, 1670 têtes nucléaires. Vous voyez, c'est 1 à 3 à peu près, il y a 3 têtes pour un lanceur à peu près. Et si jamais il n'y a plus de traité à partir de demain, on va passer de 665 à 715 lanceurs et de 1670 têtes à 3570 têtes. Voilà, donc c'est plus du double. Et pour les Russes, 533 lanceurs, 1674 têtes actuellement, et on pourrait passer au même nombre de lanceurs, mais à 2629 têtes. Ça veut dire que les États-Unis, en ce moment, ils sont à peu près à 4 têtes près, au même niveau que les Russes, 1670, 1674, et les launchers, les Américains en ont un peu plus, les lanceurs. Et si jamais il n'y a plus de traité, on va passer à un peu moins de têtes pour la Russie, 3570 pour les Américains, 2629 pour les Russes, et les lanceurs, 715 pour les Américains, 533 pour les Russes. Donc, a priori, d'après ces estimations, d'après ces statistiques, enfin ce rapport de la FAS, ça veut dire qu'en gros, les États-Unis, ils peuvent multiplier par 2,1 leur nombre de têtes nucléaires et les Russes par 1,6. Voilà. Donc, soit Trump accepte l'offre de Poutine et rediscute tout, les termes d'un nouveau traité START, voilà. Et ça veut dire qu'on revient vers l'idée quand même de réduire le nombre d'armes nucléaires en démantelant des têtes nucléaires et en démantelant des systèmes de lanceurs, si vous voulez, d'emport. Et sinon, on part dans la course aux armements, on part dans ce qui est quand même un danger global pour l'humanité, surtout avec des dirigeants imprévisibles, n'est-ce pas? En tout cas côté américain. Et côté russe, pour l'instant, on a plutôt l'impression d'avoir au contraire un leadership assez calme, assez conscient justement, et voulant éviter à tout prix l'escalade en dépit des provocations qui sont faites notamment sur le théâtre ukrainien. Mais enfin, Vladimir Poutine n'est pas éternel. Voilà, donc on ne sait pas ce qui viendra après. Et du côté américain, là, on a Trump. Si vous voulez, le problème dans toutes ces affaires comment dirais-je, de contrôle des armements et de traités bilatéraux ou même multilatéraux, parce que ça pourrait être demain avec les Chinois, mais enfin les deux arsenaux les plus énormes sont quand même les Russes et les Américains, le Russe et l'Américain, pardon. Le problème, c'est la confiance, parce qu'en fait, avant START, il y avait les SALT, comme je vous ai dit, il y avait les traités antibalistiques, Et tout ça, c'était basé sur, et le traité aussi sur les forces nucléaires intermédiaires, très important. Et en fait, c'est là qu'ont commencé des inspections sur site, c'est-à-dire que chaque pays autorise l'autre à venir voir et à venir compter les armes, les vecteurs, voilà. Donc chacun sait ce que l'autre a.
Et en fait, tout est basé là-dessus, tout est basé sur cette confiance et sur, bien sûr, la confiance n'excluant pas le contrôle, sur la capacité de vérification. Et ça a marché pendant des années, ça a marché pendant des années. Ça a marché au moment où l'hyperpuissance américaine s'est imaginée qu'elle n'avait plus besoin de ça, qu'elle devait au contraire essayer de mettre en place des boucliers antimissiles, c'est-à-dire qui interdisent à l'autre de réagir et qui donc font que on se met à l'abri de sa riposte. Et ça veut dire qu'on peut donc l'attaquer sans qu'il ne puisse riposter. Et ça veut dire qu'on peut donc faire ce que les Américains adorent, c'est-à-dire les frappes préemptives ou préventives, ce qui est une manière de décider qui on va attaquer, de le faire en premier, et puis bien sûr de s'assurer que l'autre ne peut pas vous rendre coup pour coup. Et en matière nucléaire, évidemment, le coup pour coup peut être décisif. Donc c'est vraiment l'Occident et l'arrogance américaine ont cassé tout ce qui, en fait, permettait une relative sécurité globale pour tous les autres. Je rappelle quand même que l'Europe est en plein milieu. Nous sommes là. Voilà. Et comme nous persistons à vouloir en plus prendre des postures extrêmement martiales anti-russes, avec nos petits bras musclés, et en dépit de toute la bonne volonté et de tout ce qu'on peut vouloir faire, de toute façon, il y a quand même un problème, c'est qu'on est géographiquement extrêmement vulnérable. Donc il est très important, c'est ce qu'on appelle la sécurité européenne, il est très important en fait de rebâtir cette sécurité, au lieu de vouloir à tout prix continuer à avoir une hostilité définitive vis-à-vis de la Russie, à faire de l'Ukraine une espèce de zone grise pour fixer les forces russes, pour gêner les forces russes, etc. On ferait mieux de rebâtir la sécurité européenne, je l'ai dit maintes fois, sur les bases de la Charte de Paris de 1990, sur la base de l'indivisibilité de la sécurité européenne. Mais ça va de pair avec un accord stratégique, bien sûr, en haut, au sommet, entre Russes et Américains. Il faut les deux, ça va ensemble. Voilà. Enfin, nous n'en sommes pas là, manifestement. Je ne sais pas très bien où en sont les négociations là sur l'Ukraine. Peut-être qu'il va y avoir de bonnes nouvelles. Je n'ai pas vraiment l'impression qu'à Abu Dhabi, ça avance beaucoup. Je pense que les Européens sont toujours... même s'ils ne sont pas formellement là dans la négociation, ils continuent à nourrir les faux espoirs de l'Ukraine quant à sa capacité de résistance face à la Russie. Et je ne sais pas ce qui se discute entre Russes et Américains en Floride ou ailleurs. Enfin, il y a plusieurs endroits, à vrai dire, où ils discutent. Donc, mais j'espère quand même que peut-être, au moment où j'enregistre cette émission, ils sont en train de se dire quand même, il serait plus sérieux de se remettre à une table pour discuter d'un équilibre nucléaire global. Le problème, c'est que Rubio, Exet, tout ça, et même Trump, ce sont des idéologues. Ils sont quand même... Je pense qu'ils n'ont pas forcément conscience de la folie que constituerait pour eux aussi la perspective d'une course aux armements relancée, avec l'avance technologique russe, avec la détermination chinoise à ne pas se laisser faire et à ne pas se laisser amener à une table de négociation sur des bases ridicules. Je pense que là, il faudrait aussi une estimation du rapport de force beaucoup plus réaliste. Voilà. Le troisième point, je vais très très vite parce que je veux faire maintenant des mondoscopies beaucoup plus courtes et je suis déjà trop longue. Le troisième point, donc, c'est l'assassinat par un commando de 4 hommes, apparemment, dans l'ouest de la Libye de Saïf al-Islam, qui était donc l'un des derniers fils non assassiné de Mouammar Kadhafi. Donc il a été tué à Zintan. C'était un peu l'héritier, si vous voulez, ce qui restait d'espoir d'une réconciliation, en fait, de la Cyrénaïque, bien sûr,
avec la Tripolitaine en Libye, puisqu'il est lui-même le fruit d'une alliance entre ces tribus. Donc c'est lui qui avait cette espèce de légitimité. D'ailleurs, il avait été désigné par le Conseil suprême des tribus de Libye en 2015 comme leur représentant légitime et légal. Donc c'était le seul habilité à parler en leur nom. Il était candidat à l'élection présidentielle et finalement c'était lui qui pouvait reconstituer cette alliance tribale, cette alchimie tribale qui avait été mise en pièces bien sûr par l'intervention de l'OTAN et de la France en 2011. Donc bien sûr ça nettoie le paysage si j'ose dire. Et ça va peut-être aider d'autres candidats, je pense au général Haftar, à de récents pourparlers qui ont lieu notamment. Voilà, donc en tout cas fin de cet espoir-là. Son père, voilà, sa mère était de Cyrénaïque, son père était de Tripolitaine, Mouammar Kadhafi, et donc il y avait l'idée de pouvoir reconstituer cet ordre institutionnel libyen qui a été démantelé au don de je ne sais quoi, de la démocratie, des droits de l'homme, enfin qui a surtout fait exploser le pays et qui a plongé les populations dans un désastre. La Libye qui était un pays quand même extrêmement riche mais qui avait le tort, comme d'autres d'ailleurs, comme l'Irak, de prôner l'unité arabe et éventuellement une monnaie unique arabe, enfin bref, tout un tas de choses extrêmement mal vues dans notre partie du monde naturellement. Donc voilà, je termine là-dessus, un peu en queue de poisson, je veux tenir le temps. Je vous remercie de votre attention, je vous remercie de liker et de partager cette vidéo, de nous soutenir via Tipeee, de nous soutenir surtout en devenant membre du Cercle des Amis de Paix et Guerre. Il y aura une nouvelle clé du monde qui sortira ce vendredi à 18h pour les membres du Cercle. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée chers amis. Bonne soirée.